Je vous propose qu'on enchaîne sur la dernière thématique avant la conclusion. On l'a vu, toutes les associations, avec les évolutions, essayent de s'adapter. On a un certain nombre d'éléments qui, on l'a bien vu. D'ailleurs, merci pour des témoignages assez riches de nos trois collègues. Un certain nombre, y compris à travers la question que vous venez de poser, comment on innove dans un certain nombre de secteurs, comment on crée des nouveaux services pour être en adéquation avec les besoins et des usagers et des services. On va donc accueillir deux autres collègues pour parler des partenariats, puisque souvent, une des solutions, un des chemins que l'on peut prendre, c'est comment travailler différemment ensemble, ou déjà commencer à travailler ensemble. Donc j'appelle Jean-Dominique Giacometti à la tribune, ainsi que Cécile Bray. J'ai dit quoi? Céline Bray, pardon, excusez-moi. Pour pouvoir parler de ces partenariats, installez-vous. Alors, je vais commencer par Jean-Dominique Giacometti, directeur de la MDA du Pays d'Aix. Et Jean-Dominique, tu vas nous parler des partenariats, en particulier avec les coopérations entreprises, associations, collectivités territoriales. Merci. Donc, ce colloque est placé sous le vocable de l'idée à l'outil. Et je vais vous parler en particulier donc de la relation association-entreprise, et on verra vers la fin arriver les collectivités territoriales. Et j'ai décidé, pour paraphraser le titre de ce colloque, de vous parler, d'intituler ma communication, non pas de l'idée à l'outil, mais une idée neuve à ne pas confondre avec de vieux outils. Et donc, les vieux outils dans la relation entreprise-association, c'est tout ce qu'on peut, dans mon enfance et dans mes classes de latin, appeler l'évergétisme, c'est-à-dire les chèques et le sponsoring et le mécénat. En revanche, face à ces vieux outils, l'idée neuve, c'est le fonctionnement nécessaire du développement durable et la prise en compte dans le développement durable des parties prenantes. Une des parties prenantes en France, c'est la société civile, et comme vous le savez, une partie importante de la société civile est organisée en associations en France. Et ces associations se retrouvent évidemment dans les associations. Donc, les maisons sont en réalité le reflet de la société civile. Et la relation avec les entreprises telles qu'à Pays d'Aix on peut l'imaginer, se place dans ce contexte de développement durable. La deuxième idée neuve, c'est qu'une telle coopération association-entreprise se joue à 4 en réalité. Et là, la collectivité territoriale a son rôle joué, les entreprises, les associations et donc les maisons des associations. Ça fait bien 4 joueurs et on a à plusieurs reprises entendu parler de territoire. Donc il y a bien un territoire qui sera défini par les joueurs, mais on ne va pas aborder ici le territoire. On a vu que c'était relativement compliqué. Nous laisserons ça pour de prochaines rencontres du RNMA. Il faut donc comprendre ici, dans mon propos, qu'il n'y a pas de continuité à propos des relations association-entreprise entre ce qui a pu exister auparavant et ce qui pourrait ou ce qui doit être fait aujourd'hui dans le contexte du développement durable. Ce que je vais aborder ici est issu du projet que porte Pays d'Aix-Association, mais qui est mené et développé à partir des outils du rameau. Là encore, je vous renvoie à notre rencontre qui a eu lieu il y a 2 ans maintenant avec le rameau. Je vous renvoie au rameau qui explique très bien quels sont ces outils et ces concepts. Et je n'ai pas parlé du projet lui-même qui s'appelle de fait à Pays d'Aix-Association Envie d'Alliance, ni directement des outils du rameau. Je ne vais pas vraiment ici aborder le quoi et le comment.
de ces relations. Je vais plutôt aborder le pourquoi de cette ouverture des maisons vers les entreprises. La relation entre les maisons des associations et les entreprises, privées ou marchandes ou lucratives, est un des serpents de mer de la vie associative, en fait. En réalité, cette relation existe, entreprise-association, depuis très longtemps. Depuis très longtemps, les entreprises ont toujours donné de l'argent à des associations, et on connaît nombre de dirigeants d'associations qui ont été présidents d'associations, en fait. Donc il y a des relations historiques, associations-entreprises. Pourtant, on continue à dire que ces deux mondes s'ignorent, parfois se confrontent. Alors, si quelqu'un a des souvenirs là-dessus. Disons immédiatement que les relations entreprises-associations ne pourront pas financer les associations, les entreprises ne pourront pas remplacer les engagements de l'État et des communes. C'est assez évident, je veux le répéter ici. Il ne s'agit pas du tout de financement, il ne faut même pas imaginer que les relations entreprises-associations vont permettre d'étendre les tours de table et d'être utilisées comme des leviers. Ça n'est pas le propos ici. Donc si les relations associations-entreprises sont anciennes, il y a pourtant beaucoup d'évolutions apparues depuis 25 ans dans le contexte. On parlait des territoires, on parlait aussi des contextes tout à l'heure. D'abord, c'est l'évolution générale de la société française dans laquelle les associations ont pris une place essentielle. En nombre total d'associations créées, mais aussi en représentativité institutionnelle. Les patients sont représentés institutionnellement dans les agences régionales de santé, etc. Ensuite, il y a évidemment l'augmentation générale du PNB, qui rend disponible plus de richesses, et l'augmentation du niveau scolaire général, qui permet de nouvelles formes de gouvernance, et des gouvernances diversifiées. Enfin, nouveauté, il y a le développement durable avec les protocoles de Rio, qui dessinent absolument des relations entre ce qu'on appelle les parties prenantes. Il y a des volumes entiers qui explorent comment les différentes parties prenantes doivent coopérer dans le développement durable. Or, les associations en France représentent la société civile organisée en face des deux autres acteurs majeurs du développement durable qui sont les collectivités territoriales et les entreprises du secteur marchand. Et bien sûr, je crois qu'on en est à peu près tous convaincus, même si on a des doutes que j'ai bien entendus, les maisons sont le reflet de cette société civile organisée. Les maisons sont à la fois le lieu où les associations sont accessibles et le lieu où elles peuvent s'exprimer et agir. Concernant les entreprises lucratives, le versant du développement durable qui les concerne s'appelle la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Et la RSE constitue pour les entreprises une forte incitation à entrer en contact avec des associations afin de remplir leurs responsabilités sociétales, soit par le financement banal d'une association ou d'une action, soit plutôt désormais par des partenariats plus développés avec les associations, au-delà des concepts classiques du mécénat et du sponsoring. On connaît les développements actuels du mécénat avec le mécénat de compétences, par exemple, qui est typiquement issu de systèmes de RSE, même si c'est souvent des systèmes de gestion et de management des ressources humaines en interne pour l'entreprise. C'est aussi de la RSE et c'est donc aussi accessible aux associations. Il y a donc, par divers biais, au travers des RSE, des quantités importantes de financement sous diverses formes. Et ces financements sont en corrélation correcte, morale, en quelque sorte, avec les normes sociales et politiques du moment. C'est politiquement correct, disons. Pour néanmoins arriver à une utilisation correcte de ces formes de financement au travers de la RSE, il faut que nous arrivions
à éviter les critiques classiques de la RSE qui est souvent dénoncée comme du greenwashing ou des formes de marchandisation. Je comprends bien que de tels dévoiements existent et se développent. Néanmoins, si de telles difficultés arrivaient dans un projet de développement durable territorial, il faut comprendre que aucun des buts d'aucune des parties prenantes ne serait atteint. En quelque sorte, il faut imaginer que si un dévoiement de la RSE ou du développement durable apparaît dans un projet, simplement c'est une victoire à la Pyrrhus auquel s'expose le tricheur. Quel que soit le tricheur. Collectivité territoriale ou association ou entreprise. Parce que dans les relations à mettre en place au travers du développement durable, il y a une partie de surveillance. On va forcément veiller à ce que l'autre soit correct dans son comportement. Il y a beaucoup de bienveillance et de confiance, mais il y a beaucoup de surveillance. Je vous rappelle que la charte d'engagement réciproque État, collectivité territoriale, association implique aussi que, d'une manière ou d'une autre, nous nous surveillons les uns les autres pour vérifier que les associations ou l'État ou les collectivités territoriales remplissent bien leurs engagements. Sinon, comment savoir ce qui se passe? Concernant l'émergence à la Maison de la vie associative du Pays d'Aix, donc un Pays d'Aix association de relations avec les entreprises marchandes, elle trouve son origine dans des éléments parfaitement disparates. Il y a d'abord l'intérêt du directeur pour le développement durable. Donc moi-même, et ce développement durable et les protocoles de Kyoto, je les vois à travers de la science-fiction en réalité. Je vous renvoie là, en réalité, au monde des non-A de M. Van Vogt. C'est un roman d'anticipation que je vous conseille, Le monde des non-A. Donc il y a ma marotte à moi, quoi. Il y a aussi le fait que nous ayons une vice-présidente qui a énormément de feeling. Elle passe très bien en société. Elle est super. Contrairement à moi, j'ai un petit peu du mal des fois. Et c'est une spécialiste de RSE. Jean-Dominique, oui. Par souci d'équité, il va falloir penser à conclure. Ah oui, d'accord, j'y suis presque. J'y suis presque. Donc, il y a aussi l'existence, comme atout et élément disparate, il y a le fait que le RNMA et le Rameau ont développé une coopération. Et nous avons hérité de cette coopération venant du RNMA. Or, le RNMA arrive avec des outils et des concepts qui sont utilisables. Or, dans ce contexte qui est politiquement correct de coopération territoriale diverses et variées, à peu près personne n'a d'outils et de concepts qui soient applicables. Sauf le Rameau. Et Pays d'Aix Association s'est donc saisi de ce concept et de ces outils. Je voudrais dire ici qu'il y a des points d'attention dans la relation entre la MDA et les entreprises privées. Il y a une sorte de compétition qui peut exister, par exemple, avec l'agence de l'urbanisme ou des associations spécialistes de développement économique local, qui sont souvent pilotées par, en réalité, la collectivité territoriale, qui va croire que, grâce à ces outils de développement territorial, urbain, etc., elle va connaître la société. Non. La société civile organisée, c'est nous qui pouvons l'approcher. Ce n'est pas l'agence de l'urbanisme. En conclusion, donc, quant à moi, la MDA, à cause de ses services, les formations, le conseil, l'accompagnement, qu'on a vu tout à l'heure, renouvelés ou traditionnels, est le reflet de la société civile organisée. Avec deux choses qui s'imposent donc. La connaissance que la MVA a des projets des associations et une certaine force de proposition que les associations donnent à la maison. Ces qualités d'une MVA font donc de la maison un acteur indispensable du développement durable local. En même temps, ces qualités, l'accompagnement, la connaissance du territoire, imposent
à la MDA de s'impliquer dans le développement durable territorial. Peut-être que désormais, en plus de héberger, outiller, accompagner traditionnel au RNMA, il va falloir ajouter quelque chose de nouveau, être médiateur et co-construire sur le territoire. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Dominique. Je vais me tourner vers Céline Bray, donc, qui est chargée de mission à la Maison des associations d'Amiens Métropole, en lui demandant est-ce que vous pouvez nous présenter en quoi consiste le réseau Fondation Association. Bonjour à tous. Alors, il s'agit plus d'un réseau de mécènes privés en général, donc réseau mécènes association, parce qu'effectivement, depuis quelques années, la MAM a développé de plus en plus ses relations avec les entreprises, les fondations, les mutuelles, les banques, enfin tous les partenaires privés potentiels des associations, mais avec lesquels elle pouvait développer un lien au niveau local. Quand la MAM a une relation, un contact à l'échelle locale, on a cherché à développer ces relations et à les consolider. Tout ça, c'est né d'une sollicitation en 2011 ou 12 du pôle mécénat en Picardie, qui était une cellule qui dépendait de la CCI à l'époque, qui vivotait sur Amiens, mais qui réunissait pas mal d'entreprises auxquelles elle remettait un prix. Parce que ces entreprises, justement, avaient une action mécénale exemplaire, dite exemplaire. Donc, ce pôle mécénat nous a sollicité 2 semaines avant sa remise des prix pour que les associations soient présentes pour organiser un mini forum association-fondation sur Amiens. Je parle un peu de l'historique parce que on a vu depuis 2012 les choses vraiment évoluer. Les associations au départ étaient frileuses sur Amiens, enfin en tout cas à cette période-là, parce que moi avant je sais pas, j'étais pas à la MAM, mais elles étaient encore frileuses sur aller rencontrer les fondations et puis surtout comment. Elles connaissaient personne sur le territoire, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire et puis qu'est-ce que les entreprises vont pouvoir m'apporter. On a donc envoyé un mail à toutes ces assos en leur disant, bah voilà, on vous convie à un forum association fondation, vous allez pouvoir rencontrer des fondations. En fait, c'était à la fin de la remise des prix, en 1 heure, quelques associations, celles qui avaient plus mobilisé en 1 semaine de temps, sont venues rencontrer 3 fondations et sont reparties frustrées, beaucoup aussi frustrées de ne pas pouvoir venir. Et suite à ça, un constat. Les associations sur le territoire qu'on avait pu rencontrer à cette occasion n'avaient jamais d'occasion de rencontrer des fondations, des entreprises, des mutuelles, des banques qui potentiellement pouvaient soutenir leurs projets. Déjà qu'elles étaient frileuses à s'ouvrir à ce mode de financement-là, c'était encore plus difficile, sachant qu'elles ne savaient pas par quel bout prendre les choses. Et puis d'un autre côté, les fondations, et vous parliez de la RSE tout à l'heure, les entreprises plus généralement et de plus en plus, plus uniquement des fondations, mais les banques, on voit qu'il y a des banques qui créent des fonds de dotation, etc. De plus en plus, il y a cette notion de RSE et puis la volonté de redorer un peu l'image. Alors parfois, on peut dire que c'est du greenwashing effectivement, mais il y a une volonté des deux côtés en tout cas. Et moi, ce que je constatais sur le territoire, c'est que j'avais quand même des correspondants locaux d'entreprises, de mutuelles, de banques de bonne volonté, qui vraiment avaient eu quand même une sensibilité, oui, associative, ou qui voulaient découvrir ce monde-là. En tout cas, les projets, parce qu'on reste des humains et que, voilà, on est sensible aux projets qui se passent à côté de chez nous. Et puis des associations à côté qui menaient des projets, mais sans savoir comment développer les choses. Donc, ce constat, des sous d'un côté, des volontés de soutenir des projets d'un côté, des associations en manque de contact, de comment faire. On a mis en place un forum nous-mêmes, du coup, 2 ans après, qui a super bien fonctionné. Et puis encore en 2016, un speed dating avec des entreprises. Donc on a élargi, donc c'est plus 3, 4, 5 fondations. Maintenant, c'est 10 entreprises mutuelles, banques, groupe La Poste et j'en passe, qui ont participé en 2016 à ce speed dating avec des associations locales. Et on se rend compte qu'à chaque fois, eh bien, tout le monde repart content.
et qu'il y a de la demande. Comment on a réussi à amener une dizaine de partenaires privés de potentiel d'association sur un événement comme ça? Ce que je veux dire, c'est que c'est pas qu'un one-shot, organiser un forum mécène association. C'est un travail de longue haleine sur plusieurs années et complémentaire à d'autres outils. Ce que je veux dire, d'un côté, les associations, elles étaient frileuses, et beaucoup le sont encore, à aller rencontrer des partenaires privés. Donc il y a aussi à côté toutes les formations, tous les accompagnements individuels. On reçoit à la maison des associations, le relais de l'appel à projet Faire Ensemble avec nos différences de la Fondation SNCF, ça fait partie aussi d'un accompagnement. Moi, j'ai accompagné beaucoup d'associations qui aujourd'hui me disent, comme vous nous avez accompagnés sur l'appel à projet Faire Ensemble SNCF, on a répondu à d'autres appels à projets. Et on a été reçus par la Fondation de France. Elles n'auraient jamais pensé financement privé avant. Donc ça, c'est complémentaire au forum mécène association, et c'est complémentaire à nos formations, et aussi à un outil en ligne qui avant était un outil papier, mais c'est plus possible au niveau papier tellement il y a d'appels à projets qui sont publiés au fur et à mesure, qui est la plateforme d'appel à projets qu'on voit là. Donc, Paul vous a montré avant l'accès par le site de la Maison des associations. Donc, vous avez la petite carte dans votre mallette, effectivement, pour aller sur le site des appels à projets. Donc, vous avez un onglet « Rechercher un appel à projet ». Alors, il faut savoir que ce site, il a été lancé en mars 2016 avec le mouvement associatif Picardie à l'époque, Hauts-de-France maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils avaient une veille complémentaire à la nôtre, nous, sur les appels à projets en général, et eux sur les appels à projets Union européenne. Du coup, Héloïse Anotte, au mouvement associatif Hauts-de-France, elle remplit plus d'appels à projets Union européenne, et moi, plus les autres appels à projets, on est complémentaires, et c'est comme ça qu'on nourrit cet outil, où les associations, l'accès est gratuit, peuvent trouver des appels à projets au sens large. Appels à candidature, mécénat, campagne de subvention aussi publique, on les publie, concours, donc qui sont ouverts aux associations des Hauts-de-France, mais pas que, puisqu'il y a beaucoup d'appels à projets qui sont nationaux. Donc il y a un petit moteur de recherche par thème, par émetteur, Fondation, Union européenne, collectivité. Donc l'outil est consulté à l'échelle nationale et on totalise sur 10 mois 5349 visites, 28 pages vues pour une durée moyenne de 5 minutes, un petit 5 minutes par visite. Ce qui fait que voilà. Et les fondations, collectivités commencent à connaître aussi cet outil, à s'en emparer un petit peu, c'est-à-dire que, si tu peux revenir voilà, il y a un, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a à gauche, donc à droite, il y a rechercher un appel à projet, et à gauche, il y a proposer un appel à projet. C'est-à-dire que les entreprises, fondations, banques et mes collectivités qui connaissent cet outil commencent à proposer des appels à projets qu'Héloïse et moi recevons sur notre boîte mail et que nous pouvons valider ou non si on considère que c'est utile pour les associations d'être au courant de cet appel à projet. J'ai terminé. Merci. Alors, on a fait le choix, vous l'avez compris, d'avoir 2 témoignages sur les partenariats. Bien évidemment, le partenariat ne se limite pas à ces 2 illustrations. Il est très très large, mais c'est un choix que nous avons fait, que nous assumons. Donc on aura aussi, à travers les témoignages, des possibilités de revenir sur d'autres formes de partenariats, puisqu'ils sont multiples. Carole ? Effectivement. Bonne transition, Monsieur Marquez. Je vous en prie. Y a-t-il justement des questions ou des illustrations par rapport à d'autres modèles de partenariat possibles? Il y a déjà 2 questions ou en tous les cas demande de micro. Bonjour, Benjamin Roch, je suis des DVA dans les Bouches-du-Rhône. C'est pas vraiment, enfin, c'est une question, mais qui appelle pas forcément de réponse, mais en tout cas, c'est une interrogation personnelle, notamment sur l'implication du mécénat.
On voit depuis des années, vous l'avez rappelé ce matin, ça a été un peu rappelé tout au long de la journée, la baisse des financements publics tout au long de ces dernières années. Encourager le mécénat qui quand même offre une réduction fiscale, donc moins de finances publiques, est-ce que c'est pas aussi accélérer à long terme la baisse des financements publics? Et est-ce que même si le mécénat est une solution efficace à court terme, est-ce qu'à long terme c'est toujours aussi intéressant? Moi je me pose la question. Alors, parce qu'en fait, de la salle, je vais vous remonter un commentaire de la salle, mais en fait, je le partage assez, c'est-à-dire c'est assez intéressant qu'un représentant de l'État, d'un service déconcentré de l'État, pose cette question. Et on s'attendait un peu à cette question, mais peut-être plutôt d'une maison, pour ne rien vous cacher, associative, voire une maison municipale aussi, mais en tous les cas, peut-être pas un agent de l'État. C'est un vaste débat, il y a peut-être... autour de la table, l'un de nos deux témoins qui peut apporter un élément de réponse, en tous les cas une brique de réponse. Moi, c'est une question qu'on me pose toujours en formation. Et je présente là ce que j'ai présenté là, c'est parce que voilà, je me cantonne à me présenter cet outil. Il faut savoir que c'est complémentaire à tout le reste. Et à chaque fois que je parle de financement privé aux associations, je leur dis bien que c'est un coup de pouce. D'ailleurs, même les collectivités, elles fonctionnent par projet maintenant. Et ça reste un coup de pouce, mais effectivement, par contre, l'intérêt de ce genre d'outil, c'est que ça encourage les associations à bien structurer leurs projets, à un appel à projet, on apprend à défendre son projet, mais les financements privés, je le dis tout le temps en permanence aux assos, ça reste un coup de pouce, mais il ne faut pas qu'elles hésitent à se tourner vers ça. Je sais pas si c'est pas. Après, est-ce que ça va encourager à faire baisser les subventions? Moi, je suis pas dans la tête des. Bon, donc le Parlement français vote la loi de finances chaque année et c'est dans la loi de finances. Ceci dit. Il se trouve qu'en réalité, environ seulement 25% des déductions fiscales potentielles sont appelées. Donc le mécénat ne semble pas être un acte délibérément tourné vers la défiscalisation, en réalité. Les appels de défiscalisation sont très limités par rapport au total. Et quant à moi, au début de mon intervention, j'ai bien fait remarquer que une coopération correcte avec les entreprises se joue dans le cadre du développement durable et non pas simplement d'un financement d'un projet ou et en particulier pour les entreprises, pas dans la question simplement d'une défiscalisation. C'est vraiment la question, c'est le développement durable d'un territoire avec toutes les parties prenantes. Merci. Et en complément, je suis dans la salle à côté de participants et je vais passer la parole à Michel Lulec qui est l'un de nos partenaires, la Navette, qui aujourd'hui assure, en plus est présent pour couvrir la manifestation et sera le rédacteur d'un beau document sur ce colloque du 5 octobre. Donc Michel, réaction? Oui, c'était sur la question du mécénat. Alors, quand on regarde les seuls chiffres sérieux dont on dispose, c'est ceux de Viviane Tchernonog. En 2005, dons et mécénat 4,8% du budget des associations. En 2012, 4%, donc ça baissait, en pourcentage en tout cas. Donc on attend avec impatience l'enquête qu'elle a faite cette année, qu'on aura les chiffres en 2018 pour voir si ça prend plus de place. Mais là, intuitivement, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on a l'impression que ça reste quelque chose qui est de toute façon très minoritaire. Et puis j'ai reçu la semaine dernière un appel, alors je ne sais plus de quelle structure, c'était présenté appel à projet, soutien aux associations, etc. Je lis dans le détail.
Et en fait, il s'agissait de demander aux associations de se candidater. Elles bénéficieraient d'un accompagnement en termes de compétences de la structure, qui est une grosse, plus ou moins grosse entreprise, etc., qui mettrait à sa disposition les compétences de son personnel pour sa communication, etc. Donc il y a beaucoup d'esbroufs aussi dans les appels à projets qui sont présentés. Et au final, quand on regarde en ce monnaie sonnante et trébuchante, pour l'instant, les résultats ne sont pas à la hauteur. Merci Michel. Paul? Oui, non, je pensais qu'il est utile aussi de se poser la question du rôle de la MDA. Il ne serait pas simplement passer le rapport association-entreprise comme un rapport financier, mais se replacer dans le contexte sociétal où face à tout un tas de fragilités et d'enjeux de société, il y a des réponses et des choses que l'on ne pourra traiter que collectivement, et les assos n'ont pas vocation à toujours réparer des choses qui par ailleurs seraient pas forcément ce que l'on souhaite. Mais aujourd'hui, il y a besoin de la capacité d'action et de l'ingénierie de plusieurs regards. Et c'est là que Jean-Dominique nous a interpellé, c'est que les diagnostics croisés des assos, des entreprises, des collectivités territoriales nous permettront de de répondre aux enjeux du 21e siècle. Alors c'est ce que le Rameau nous a appris par ses travaux, ce que d'autres grands textes comme ceux du développement durable nous enseignent. Et nous, en tant que MDA, il faut savoir se placer aussi dans cette réflexion-là, de voir comment on peut être un espace qui va créer le dialogue et la coopération avec les autres sphères. Merci Paul. Il y avait une question, intervention, pardon. Il y avait des prises de parole dans la salle. À moins que ce soit un complément, Céline? Ouais, c'était juste pour compléter que effectivement, nous, c'est bien pour ça qu'on tient à avoir des contacts locaux avec les entreprises avec lesquelles on travaille sur les forums associations entreprises. Et il y a clairement des groupes avec lesquels on a travaillé une fois, on ne travaille plus. Clairement pour ces questions-là, parce que ça correspond pas à l'éthique de notre MDA en tout cas. Merci Céline. Une autre réaction? Oui, derrière la question initiale concernant le mécénat et la dérive potentielle, je crois qu'il y a quand même la question à se poser au vu de l'évolution un petit peu de notre société et puis de l'évolution d'un certain discours de certaines personnalités politiques sur la philanthropie en France. C'est vrai qu'on a un modèle français qui est bien particulier. Effectivement, Michel l'a rappelé, le mécénat, c'est quelques pourcents des ressources des associations. Il y a quand même, je trouve, une tentation dans un certain discours politique de nous emmener sur le champ de la philanthropie, sur le champ du modèle anglo-saxon, où l'essentiel des ressources du secteur associatif ne sont plus publiques, mais sont par le biais du mécénat. C'est pas le cas aujourd'hui, mais je pense qu'effectivement, il faut être vigilant sur cette tentation. Une autre question? Oui, bonjour, Stéphane Manet. J'ai une question sur la question du partenariat. Moi, je suis pas dans l'MDA, d'une certaine manière, j'y suis. Je suis dans la gouvernance de 2 associations. Donc, une qui est très locale et donc une qui est nationale avec des fédérations. Et donc, en écoutant l'intervention de M. Iacometti, vous découpiez le partenariat selon les structures juridiques et donc du coup il manquait le champ des associations qui ont une échelle nationale et qui peuvent elles aussi être un acteur du partenariat. Donc du coup la question que je me posais, c'est comment faire pour qu'une MDA qui a cette fonction très territorialisée puisse recréer le lien avec un porteur de projet qui a une réflexion nationale sur son activité, et voire même européenne pour Madame Simonet qui vient de partir, et la réancrer dans son territoire de création. À titre, dans mon expérience, j'ai été approché évidemment par les maisons des associations via mon association de quartier, via l'association un peu plus importante. J'ai pas encore été approché par la Ligue d'enseignement, j'ai été approché par AnimaFac, mais pas par la maison des associations. Donc comment on recrée ce lien entre du national et du très local, et les associations nationales, comment elles peuvent s'appuyer sur le local, sur les quartiers, pour faire émerger les porteurs de projets en accompagnement avec les maisons des associations? J'ai 2 réponses. Un, j'en sais aucune idée. 2, si
des associations importantes, nationales, souhaitent développer ou reproduire, essaimer des projets, il faut qu'on passe des accords de coopération avec le RNMA. Parce que si une structure nationale souhaite avoir une vraie emprise, un vrai retour sur le terrain, évidemment, les maisons des associations sont le lieu immédiatement accessible pour ça. Donc, les projets que nous avons avec le RNMA au niveau national se répercutent relativement facilement. On le voit avec le projet donc sur le rameau, c'est un peu technique, sur la fondation SNCF, Corum aussi, il y a des redescentes très faciles de ces accords nationaux de structure nationale vers qui peut le prendre au niveau territorial. Bon. Oui, le travail que fait Céline, c'est beaucoup avec justement des correspondants locaux des fondations nationales aussi. Enfin, il y a d'autres choses, mais c'est pas forcément des entreprises locales. Ça peut être des entreprises nationales, mais qui ont un maillage territorial de correspondants locaux. Donc il y a aussi ce lien-là, il faut le faire du haut vers le bas et du bas vers le haut. Je crois que faut croiser les deux solutions si on veut avancer. Je ne sais pas si j'ai envie de rajouter après ça. Non, mais c'était pour revenir quand même sur une des spécificités des structures dites maisons d'association, c'est d'être dans une transversalité absolue sur un territoire. C'est-à-dire, en théorie, de toucher tout type d'association du territoire au-delà des clivages idéologiques ou de militance des uns ou des autres, qui sont tout à fait respectables par ailleurs. Et que des gens soient organisés de manière même territoriale d'ailleurs, parce que une ligue de l'enseignement, enfin une FOL, elle couvre plusieurs champs, hein, mais elle ne couvre pas l'ensemble des sensibilités. Une maison d'association se doit, de par la charte qu'elle signe avec le réseau, et de par ses convictions générales, et si elle est municipale, c'est encore renforcé, de s'adresser à tout le monde et à toutes les associations sans distinction. C'est ça aussi qui fait son intérêt spécifique, sans dire que c'est une valeur supérieure à ce que font les autres. Mais c'est très intéressant d'avoir cette vision et cette coupe complètement transversale de la société à travers les maisons d'assaut. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça situe le problème, me semble-t-il. Merci Alain, et Brigitte, parce qu'effectivement très complémentaire et très à l'image de comment nous, en tous les cas, avec nos moyens, on essaye de fonctionner entre territoire et échelon régional qu'on n'a pas abordé aujourd'hui et échelon national. Et tout ça, c'est du circulaire, quoi. Les uns alimentant les autres. On a passé le temps de questions-réponses. C'est pas grave si on prend. On va du coup on va enchaîner. On va. Merci à particulièrement d'avance, mais on a témoins. Tu vois. On va accueillir le dernier témoin de la journée, Marie-Laurence Graveau du service association de la ville de Paris. On va la laisser s'installer. On parlait d'évolution des maisons des associations, donc la question qu'on va pas poser à Marie-Laurence, c'est pourquoi et comment peut-être, ou qu'est-ce qui a amené la ville de Paris à faire évoluer ces maisons des associations en maisons de la vie associative et du citoyen. Mais, oui, merci, bonjour à toutes et à tous. En effet, mon intervention, elle fait pas mal écho à ce que j'ai entendu dans les premières interventions sur le fait que les fonctions évoluaient. Donc, moi, j'ai été très intéressée notamment par l'intervention de Renaud Drouy, parce qu'on est vraiment dans cette problématique-là et dans le constat qu'on a fait à Paris. Alors, peut-être pour resituer un tout petit peu Paris et son organisation, on est sur des équipements qui sont des équipements municipaux. Hein. Il y a plus de 55 000 associations à Paris.
on en référence 20 000 dans notre outil numérique et le référentiel des données. Donc 20 000 associations sont référencées. Et parmi ces 20 000, 10 000 sont inscrites dans les MDA. Je dis les MDA puisque jusqu'au 31 décembre 2017, nous avons 20 maisons des associations. Ça veut dire une maison des associations par arrondissement parisien. La taille des arrondissements varie. Donc on parlait du territoire tout à l'heure. Chaque territoire, chaque arrondissement varie. Paris est divers dans sa population. Et donc dans les arrondissements, on va de 25 000 à 250 000 habitants. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons une maison des associations par arrondissement. Et l'accompagnement du tissu associatif, il se fait par ces maisons des associations et par un carrefour des associations parisiennes qui intervient dans un accompagnement plus spécialisé et surtout en termes de centre pôle de formation des associations parisiennes. Voilà, donc je pensais que c'était important de vous donner, de vous resituer un petit peu ce cadre. Les maisons des associations à Paris, c'est une initiative de 2001. Donc, comme vous tous, on s'est posé les questions d'évolution, de réponse aux besoins, puisque 15 ans après, comment fonctionnent nos maisons et comment peuvent-elles être plus adaptées à ce qui se passe dans la société. Donc c'est pour ça que vraiment j'ai noté plein de petites choses que j'ai entendues tout à l'heure qui font écho à ce que je vous présentais aujourd'hui. Donc ce projet, il est né d'un diagnostic. D'abord, on a eu un diagnostic, comme on est un équipement municipal, on a eu un diagnostic de la part de l'administration. C'est l'inspection générale de la ville de Paris qui a fait un audit de fonctionnement des maisons des associations. Et donc ça a été un des points de diagnostic qui était intéressant. D'abord, on a été satisfait de voir que les maisons étaient très appréciées par les usagers, donc c'était satisfait de nos agents, mais aussi à pointer certains dysfonctionnements et bien sûr à proposer de la mutualisation, de la rationalisation et peut-être une meilleure réponse aussi à des besoins nouveaux qui étaient apparus. Donc on a eu ce diagnostic. On a eu également un baromètre de la vie associative qu'on a mis en place avec l'aide d'une jeune chercheuse qui est venue en appui, et on a questionné nos 20 000 associations qui sont dans notre référentiel, et on a eu plus de 1200 réponses des associations sur leurs besoins d'accompagnement et des réponses que la ville pouvait leur apporter, leurs attentes vis-à-vis des réponses de la ville. Donc ça a été intéressant pour nous puisque il y a eu des notions fortes qui sont apparues en termes de locaux. Je pense que moi j'ai pas pu être là ce matin, mais j'ai cru comprendre que c'était un vrai sujet. En termes de locaux, également en termes d'ouverture, en termes d'amplitude horaire d'ouverture, et puis des demandes en termes d'implication dans la vie citoyenne. Voilà. Donc on a eu un focus sur la place finalement du tissu associatif dans l'action citoyenne dans la ville. Donc avec cet outil, on va dire, on a croisé ces différents diagnostics, on a croisé également, on a eu l'expertise quand même de nos 20 directeurs de maisons des associations, qui chacun ont leur territoire, et donc on fait un diagnostic avec leurs équipes d'évolution. Petit à petit, nos maisons, elles ont muté. Enfin voilà, elles sont devenues d'hôtels administratifs petit à petit à des lieux d'activité, des lieux d'échange, des lieux de conseil et bien sûr d'accompagnement, puisque c'est quand même la mission prioritaire. Donc on s'est dit, avec ce diagnostic, il va falloir évoluer. Et évoluer, j'en ai parlé des règles, enfin comment on a fait évoluer le règlement intérieur. Déjà, la première chose, c'est de faire on a fait évoluer notre règlement intérieur pour que les maisons puissent accueillir non seulement des associations, mais des collectifs, des associations en devenir, des habitants, des porteurs de projets, uniquement des simples porteurs de projets, pour qu'ils puissent bénéficier de toute l'expertise, de tout l'accompagnement que la ville offrait au tissu associatif. Donc on est parti sur une modification de ce règlement intérieur, et également sur une modification j'entendais tout à l'heure
postures, hein, des postures des agents, des postures globalement de la maison des associations. Et on a travaillé avec nos directeurs et l'ensemble de nos agents pour faire évoluer un petit peu des montées en compétences finalement, pour qu'il y ait plus un rôle d'animation de territoire par rapport à un rôle de gestionnaire d'équipement. Donc ça a été également un travail très intéressant, très riche sur l'apport des directeurs sur leur travail et comment on peut évoluer et accompagner finalement différemment le territoire et les territoires, puisque les maisons vont bientôt regrouper 2 arrondissements. Comment le territoire peut être un lieu de transversalité, un lieu d'action, on en parlait aussi, un lieu de réseau et de construction de partenaires. Donc on est parti donc, sur plus d'ouverture au public, hein. Plus d'ouverture aussi dans les horaires. Alors mettant des systèmes en place, j'ai cru comprendre que c'était plus ou moins avec réussite, mais un système de clés intelligentes, hein, c'est donc de faire confiance aux associations et de border un petit peu des conventions. On va voir ce que ça donne, mais ouvrir 7 jours sur 7. Hein. De 8h à 22h, les équipements. Donc, c'est quand même pour nous une avancée forte, hein, dans la confiance au tissu associatif que l'on a envie de mettre en place. Alors, j'en parle de ce qu'on a envie de mettre en place parce que on est je vois évolution de projet, mais moi, je vous parle d'un projet qui va se mettre en place. On a travaillé ça l'année 2016, l'année 2017, et notre réforme, comme on appelle la réforme de nos MDA, est pour 2018. Donc, on a construit un petit peu, on a essayé de construire les conditions pour que ça réussisse. Hein. Donc je pense que l'année prochaine, on prévoit bien sûr d'évaluer comment ça peut fonctionner, mais ce qui serait intéressant, c'est de se dire, voilà, on avait une volonté, on met en place certains outils, certaines conditions pour que ça marche, comment ça a marché finalement, est-ce que les collectifs se sont appropriés le lieu et comment le lieu a évolué, comment les associations traditionnelles qui avaient leur place, c'était leur maison, comment elles voient arriver un nouveau public, enfin tout ça, ça va être des réflexions, des interrogations qu'on a aujourd'hui, mais on va voir. Voilà, je n'ai pas du tout la réponse. Donc voilà comment aujourd'hui les nouveaux publics, les nouveaux horaires, vous en avez parlé, et c'est aussi des nouveaux espaces, hein, puisque dans la fonction et dans la façon dont vit les maisons des associations, c'est aussi des espaces plus conviviaux, plus ouverts, moins formalisés. Donc c'est des espaces de coworking qu'on va essayer d'aménager. Ça veut dire qu'on est en train de revoir un peu nos locaux, enfin voilà, de prévoir des travaux. Voilà, c'est quand même un chantier à la fois sur de l'humain, mais aussi sur du bâti. Enfin, c'est un ensemble qui doit se construire. Et puis une ouverture sur les nouvelles formes de citoyenneté. Donc j'étais très intéressée. Non, il reste 2 minutes. Voilà. Peut-être approfondir justement sur il y a un changement de nom. Alors, avec citoyenneté qui apparaît, est-ce que vous pouvez faire un petit zoom sur cette question-là ? Maison de la vie associative et citoyenne, c'est-à-dire que du coup, nous, on a des outils participatifs à Paris qui ont été mis en place. Il y a le budget participatif, c'est le projet de la maire, donc on a quand même 100 millions qui sont pour mettre des projets et sur lesquels les citoyens s'approprient le dispositif. Et on s'est aperçu qu'il y avait un tiers des projets qui étaient déposés dans le budget participatif qui sont des projets portés par des collectifs. Quand je dis collectif, c'est collectif d'habitants, associations et conseils de quartier. Voilà. Et que parmi les 8 projets lauréats en 2016, 5 étaient portés par des associations. Donc les associations ont toute leur place dans cette dimension de citoyenneté. Et néanmoins, les outils de la participation citoyenne, c'est important qu'elles se les approprient. Hein. Et du coup, on avance en marchant. C'est-à-dire qu'on s'est dit que les maisons, on avait ces équipements de MDA, de vie associative, ça pouvait être des lieux sur lesquels les citoyens, les collectifs, les associations, pour prendre connaissance des différents outils de participation citoyenne, se les approprier.
et la maison comme lieu, finalement, lieu vecteur d'appropriation d'une dimension de citoyenneté. Alors, on a la carte citoyenne à Paris, donc le budget participatif, on a un guide de la participation citoyenne, puisqu'on a différentes instances, conseil de quartier, bien sûr, des conseils de citoyens, le conseil de la jeunesse. Donc, finalement, c'est tous ces dispositifs dont on a envie que les maisons soient des relais, hein, et puissent faire accompagner tous les porteurs de projets pour qu'ils s'approprient ces nouveaux outils et s'impliquent dans la vie citoyenne. Voilà en quelques mots notre ambition. Hein. On est vraiment là dans une volonté, mais tout est à faire. Carole, on passe aux questions de la salle. On va essayer en tous les cas. Merci beaucoup. Et merci aussi d'avoir présenté le panorama actuel et puis le devenir, parce que c'est un vrai réseau en fait. Hein. Vous êtes un réseau dans le réseau. Oui, c'est souvent ce qu'on dit et c'est souvent ce que Claire entend. Paris est un réseau dans le réseau. Beaucoup de choses entendues, on va passer la parole à la salle. Évolution, pour être plus adapté aux besoins repérés. Diagnostic, donc à nouveau, hein, pour bien connaître tous ces besoins, en termes de locaux, d'espace, d'horaires, d'implication dans la vie citoyenne, ce qui vous a amené à l'évolution du règlement intérieur. Modification des postures, du positionnement de la maison, mais modification des postures des gens qui travaillent. Créer les conditions, enfin s'il y avait peut-être une phrase à retenir, pas de votre intervention, mais justement comment faire évoluer en créant l'ensemble des conditions qui permettent que tout ça réussisse. Voilà, on sait que c'est un travail de longue haleine parce que ça transforme des habitudes de travail, des habitudes de consommation, des habitudes de contribution, etc. Les associations acteurs de la citoyenneté, et la MDA comme étant un lieu vecteur d'une dimension citoyenne. Voilà. Moi, c'est ce que un peu j'ai noté suite à votre intervention.